rappelles Prince of Tennis? Non, pas du tout. Par contre, je me rappelle très bien ce que le joueur du grenier en dit. Que c'est un dessin animé sur le tennis. Oui, et il a raison, c'est exactement ce que c'est. C'est pas un dessin animé avec des comètes qui détruisent les dinosaures et des tempêtes qui se déclenchent quand les joueurs envoient leurs balles? Alors, oui, mais non. Il n'y a pas de dinosaures dans la série initiale, et les OAV dont les dinosaures sont tirés, pour ce qu'on en sait, sont faits dans un état d'esprit assez différent de la série en question. Mais il y a quand même des choses équivalentes au coup des dinosaures. Oui bon, mettons les choses au clair. D'abord, ces effets extravagants sont des points culminants. C'est pas démesuré en permanence comme dans Le Petit Chef et comme on aurait pu le croire. C'est très emphatique et enthousiaste, mais beaucoup plus raisonnable dans la mise en scène des matchs de tennis que Le Petit Chef dans les scènes de dégustation. Ensuite, Prince of Tennis, c'est pas une série, c'est plusieurs. Enfin, 2 séries au sens classique et plusieurs séries d'OAV. Un OAV, pour ceux qui sauraient pas, c'est un film ou une série produit pour sortir directement en DVD et pas à la télé. Mais bon, soyons sérieux 2 minutes. En réalité, si on fait une vidéo, c'est parce qu'on a vu au moins la première série. Et Chucky a juste prétendu qu'on s'en souvenait pas pour les besoins de la mise en scène. Merci, Captain Obvious. On a également vu la 2e série et 3 des 7 séries d'OAV. Ça a été suffisant pour convenir que notre vidéo allait porter sur la première. C'est surtout celle-là qui nous a paru valoir la peine. Anecdote amusante, ce n'est pas pour autant par celle-là que nous avons commencé. Nous avons commencé par erreur par la 2e série, The New Prince of Tennis. Vous allez vous dire qu'on n'est pas bien malin d'avoir commencé par quelque chose qui est clairement une suite. Vous n'auriez pas tort, mais d'un autre côté, des séries comme Kuroko's Basket se présentent comme la suite de quelque chose et ne le sont pourtant pas. Nous avons été totalement largués. Cette 2e série Prince of Tennis n'est vraiment pas regardable par des gens qui ne connaissent pas la première série. Ah bah, on est enfin d'accord, ce genre de soi-disant nouvelles séries, c'est des nouvelles saisons. Non, c'est une nouvelle série, ça part clairement dans complètement autre chose. Seulement, ça ne s'adresse qu'à un public déjà spectateur de la série précédente. Ce que ça prouve, c'est qu'être une nouvelle série ne la rend pas plus indépendante du reste que n'importe quelle suite. Avec The New Prince of Tennis, c'est même encore pire qu'avec l'immense majorité des séries, car, et nous y reviendrons, Prince of Tennis fait beaucoup de rétention de personnages secondaires et tous se retrouvent dans The New Prince of Tennis. Le spectateur étant censé les connaître, on ne nous explique pas qui diable sont ces gens, ni pourquoi diable on devrait en avoir quelque chose à foutre de ce qui leur arrive. Et une fois qu'on a vu la première série et qu'on a su un peu quel était le délire... Non, on n'a pas eu envie de retourner à la 2e. Même en sachant qui sont les personnages, ces enjeux ont assez peu d'intérêt par rapport à ceux de la série d'origine. The New Prince of Tennis a tous les stigmates d'une suite après fin fermée. Est-ce que la fin de la première série est une fin fermée? C'est un peu compliqué à dire, ça l'est souvent avec les séries de sport comparées aux séries d'aventure. On utilise un événement tout du long, pour finalement conclure que l'événement en question n'est pas l'enjeu principal, et terminer la série avant que cet événement ait eu lieu. C'est amené correctement, géré correctement, et ça constitue une fin satisfaisante. Donc à défaut d'être une fin fermée, c'est au moins une fin conclusive, qui fait de la série une histoire complète n'ayant pas besoin d'être prolongée, et ne pouvant l'être qu'en renonçant ne serait-ce qu'un peu à la conclusion qu'elle a tirée de son parcours. Une partie des séries d'OAV qui suivent la première série et précèdent la 2e raconte l'événement en question. Mais là, ça commence à être la fin des haricots. Déjà, parce que la série s'étant éloignée du manga et les OAV l'adaptant plus fidèlement, la série et les OAV sont incohérents entre eux. Ensuite, parce que les OAV ne sont plus du tout dans le même esprit, mais alors là, plus du tout. Pour résumer en quelques mots, on passe d'une série plus ou moins rationnelle où la magie n'existe pas, et où les effets visuels psychédéliques sont juste des conventions graphiques destinées à servir de métaphore pour représenter le caractère stupéfiant des techniques utilisées par les personnages, à une série où la magie existe, où les personnages ont de vrais super pouvoirs et où les phénomènes psychédéliques arrivent réellement dans l'histoire et ne sont pas une convention graphique. Si, je vous jure. Et le pire, c'est qu'à ce qui paraît, c'est entre autres en ça que les OAV sont plus fidèles au manga que la première série. C'est la première série qui avait réinterprété certains événements qui étaient surnaturels dans le manga, de manière à ce qu'ils ne le soient pas explicitement dans l'adaptation. Or, la victoire d'un personnage dans un match n'a aucun intérêt si elle est simplement le fait d'un Deus Ex Machina magique. Donc... On n'en parlera pas. Quoi qu'il en soit, ces OAV racontent l'événement qui a été teasé depuis le début de la série, le racontent jusqu'à la fin, et se terminent certes de manière très décevante sur la combustion d'un feu de paille, mais se terminent. Le parcours personnel du héros a été accompli dans la première série, l'objectif teasé a été atteint dans les OAV, donc c'est bon, y a plus rien à raconter, nada, que dalle. La 2e série fait de son mieux pour inventer de nouveaux enjeux et de nouveaux adversaires, mais les adversaires affrontés durant la première série étant déjà talentueux au-delà de toute crédibilité, il faut donner à ceux de la 2e série des capacités de niveau divin. Et les nouveaux enjeux, Mec, vous avez gagné le championnat national de tennis junior
Et l'un de vous a remporté l'US Open. Qu'est-ce que ça peut vous foutre de réussir un bête camp d'entraînement, fût-il le plus réputé du Japon? En un mot commençant, on a arrêté les frais là. Tant pis, on aurait bien aimé voir la séquence des dinosaures dans le contexte, mais ça ne valait pas la peine de se gâcher le souvenir de la première série pour ça. Cette première série est géniale. Pas forcément pour les raisons qu'on attend, mais quand même un peu. Bah, c'est un dessin animé sur le tennis. Ouais. La série n'a pas de VF. Elle a été distribuée en VOST jusqu'à l'épisode 100, mais malheureusement, la faillite de l'éditeur a empêché la distribution d'aller plus loin. Nous avons donc dû regarder le reste de la série en version fansubée. Et voilà pour moi l'occasion de vous le dire, je hais les fansubs. Ne généralise pas tous les fansubs. Non, pas tous les fansubs. Seulement ceux qui laissent la moitié des mots en japonais et mettent des surtitres pour expliquer des trucs. Soit les dialogues vont expliquer eux-mêmes, soit on les a pas expliqués aux spectateurs japonais, donc il n'y a pas de raison de nous l'expliquer à nous. Quand il s'agit d'une référence qu'un spectateur français ne saisira pas, passe encore. Mais quand il s'agit d'une explication sur le tennis, quand il s'agit d'une explication sur le scénario, là c'est injustifiable. I love democracy. I love the Republic. The power you give me, I will lay down when this crisis has abated. Du coup, on se retrouve régulièrement à mettre la vidéo en pause pour lire une explication dont on n'avait pas besoin. Une traduction, ça doit être immersif, ça doit permettre au spectateur de vivre l'expérience de visionnage de la même manière que l'a vécu le spectateur qui parle la langue de l'œuvre. Nami-chan, ça se traduit par Nami chérie. Iketani-senpai, ça se traduit par Monsieur Iketani. Et si un nom de technique comme Iguma Otoshi peut se traduire par chute de l'ours, on le traduit chute de l'ours, que diable. Et si tu revenais un peu à la série? Oui, bien sûr, la série. Ça va peut-être vous surprendre, mais même si c'est davantage une série de compétition que ne l'est Le Petit Chef, ça n'en est pas moins avant tout une série humoristique. Ça va peut-être vous surprendre. Ou alors ça ne vous surprendra pas du tout. C'est un dessin animé sur le tennis. Le Chara Design ne fait pas série humoristique. Il ne vous aura pas échappé que les personnages sont tous excessivement sexy. Et à l'instar du Petit Chef, leurs sentiments, leur parcours, les objectifs qu'ils poursuivent sont tout à fait sérieux. Mais la mise en scène c'est un dessin animé sur le tennis. Les gags ne sont pas, comme dans Le Petit Chef, basés sur le fait que l'emphase ne s'arrête jamais. Elle est plutôt dans le caractère totalement décomplexé et conscientisé de l'exagération. いくら国際親善試合といっても中学生の大会でこれはやりすぎなんじゃないか On n'a pas trouvé le moyen de mettre la main sur le manga pour vérifier comment c'était. Et maintenant qu'on a appris que l'histoire des super pouvoirs qu'il y a dans les OAV, ça vient du manga, on n'en a plus tellement envie. Mais il y a tout de même des éléments qu'on a pu identifier comme n'existant que dans la série et qui participent totalement à cet état d'esprit. Ajoutons à ça que les OAV et la deuxième série ont l'air de se prendre vraiment beaucoup plus au sérieux, et j'en retire l'impression que cet humour est spécifique de la série. Et sur tous ces trucs identifiés comme ajoutés, il y en a qu'un, voire deux qui m'ont vraiment déplu. J'ose même dire sans le moindre complexe que les fillers sont absolument géniaux. À chaque fois on se dit putain de scénario. Oh putain le scénario. Avant de parler des fillers, il va falloir parler de l'intrigue principale. Ne serait-ce que pour montrer que dire que Prince of Tennis est une série humoristique, c'est surtout une façon de parler. Plus que pour Le Petit Chef et beaucoup plus que pour Pokémon. La série suit le parcours de Ryoma Echizen, age 12. Fils de Nanjiro Echizen, une grande légende du tennis qui a soudain abandonné sa carrière en pleine gloire pour élever son fils. C'est sympa à première vue, mais ne vous fiez pas aux apparences. La motivation de Nanjiro, c'est qu'à force d'être invaincu en compétition et de ne trouver aucun adversaire à sa taille en face de lui, il a décidé de tout arrêter et d'entraîner son fils au tennis afin d'en faire cet adversaire à sa taille qui lui manque tant. La mise en scène insiste à mort sur le fait que Nanjiro n'est pas un personnage sympathique. Bien que devenu moine, les moines bouddhistes peuvent être mariés et pères de famille, il a tout sauf une vie ascétique. Il glande toute la journée, drague toutes les filles qui passent et lit des revues porno. Tu parles, il lit le catalogue de la Redoute. Apparemment, au Japon, pays du hentai, la rubrique maillot de bain des magazines de mode est le summum de l'érotisme. Quoi qu'il en soit, à 12 ans, Ryoma a eu le temps de se faire une réputation de prodige aux États-Unis où il a vécu. C'est lui, l'éponyme prince du tennis. Gaucher, ce qui est un avantage au tennis quand on atteint un certain niveau, il n'a encore jamais perdu un match, peut tenir tête aux adultes, mais n'a pas le sentiment d'être spécialement fort puisqu'il perd tous les jours, malgré son obstination et son acharnement, contre son loustic de père. Le père en question, entre autres défauts, n'a pas le triomphe modeste, et met autant qu'il peut, et par tous les moyens l'accent sur leur écart de niveau, ce qui rend la situation d'autant plus frustrante pour Ryoma. Autant on ne sait pas quel intérêt Nanjiro peut avoir à se faire passer pour un branleur et un obsédé,
Autant son attitude moqueuse quand il gagne contre son fils, c'est clairement une posture destinée à obliger Ryoma à avoir la niaque et à essayer de se dépasser. Pour la niaque c'est bon, et pour le talent ça marche, vu que le niveau de Ryoma a déjà atteint des sommets inégalés. Mais il lui manque encore une chose essentielle, il n'aime pas le tennis. C'est pas qu'il l'aime pas, c'est qu'il se pose pas la question. Il est vexé de ne pas arriver à battre son père, et il continue à pratiquer juste dans ce but. Pour remédier à ça, Nanjiro s'est donc résolu à ramener son fils au Japon pour l'inscrire au collège et au club de tennis de Seishun Gakuen, abrégé Seigaku, où lui-même a découvert sa passion. Le club de Seigaku nomme, tous les mois, 8 titulaires parmi ses membres pour le représenter au tournoi de collégiens locaux. Évidemment, Ryoma, bien que n'étant qu'en première année de collège, ce qui lui interdirait ne serait-ce que de postuler s'il était un élève normal, obtient facilement sa titularisation et part donc participer à ces tournois qui vont être le sujet de la série. Alors je veux pas dire, mais le gamin a fait la tournée des tournois juniors aux États-Unis. En quoi l'inscrire à un club de collège peut le rendre plus passionné? Ravi que tu poses la question. Je suis obligé de la poser, tu l'as écrite dans le script. Déjà, premier point, parce que ce club est dirigé par l'entraîneur Ryuzaki qui a formé Nanjiro, lui a donné le goût de la compétition et est à l'origine de la légende qu'il est devenu. Oui, mais la technique utilisée par Ryuzaki pour motiver Nanjiro est celle utilisée par Nanjiro pour motiver Ryoma. Et on a vu que ça suffisait pas. Ryuzaki a utilisé 2 techniques sur Nanjiro. La première consistait à le titiller constamment en lui expliquant qu'il en était encore loin. La deuxième a consisté à lui faire prendre conscience qu'il y a bien des joueurs forts dans le monde auxquels il sera amusant de se mesurer. Et ça, c'est justement ce qui manque à Ryoma, étant donné que pour l'heure, le seul qui arrive à le battre est Nanjiro, et que ce n'est pas plus amusant que ça de se mesurer à lui, puisque c'est de toute façon une sorte d'horizon inatteignable. Donc, c'est là mon deuxième point, dans le club de tennis de l'entraîneur Ryuzaki se trouve actuellement un élève très fort, Kunimitsu Tezuka, gaucher comme Ryoma, que tous les joueurs du coin rêvent d'affronter, considéré comme l'un des meilleurs tennismen collégiens du Japon à l'heure actuelle. Oui, ouvrez vos chakras, ce type est collégien. Ce type-là et ce type-là ont le même âge. Si tu commences déjà à digresser, on s'en sortira pas. Tezuka, on va l'appeler par son nom de famille. On va appeler tous les personnages à part Ryoma par leur nom de famille parce que c'est ce qui se fait dans les animés japonais, comme probablement au Japon tout court. Qu'est-ce que tu viens de dire sur les digressions ? Bon bref. Tezuka ne cerne pas tout de suite que Ryoma a un problème et de quel problème il s'agit. Mais dès qu'il le comprend, il se dit que ce serait une grosse perte pour le monde du tennis en général, et accessoirement pour son club à lui, qu'il essaye en vain de conduire jusqu'aux phases finales du tournoi national depuis 3 ans, que Ryoma n'exploite pas son potentiel de joueur à fond. Il l'affronte donc et le bat, mais sans l'humilier pour autant, ouvrant Ryoma à la perspective qu'il existe d'autres joueurs forts que son père dans le monde, et qu'il est possible de progresser assez pour battre ses joueurs, et d'apprendre de ses confrontations. Cette expérience va être décisive pour Ryoma, qui va non seulement envisager pour la première fois de faire du tennis pour le plaisir, mais aussi de faire partie d'un club, et d'avoir de l'affection pour les autres membres de ce club. Ah, l'affection. Parlons-en de l'affection. Pas maintenant, ce serait bien de d'abord présenter un peu les personnages, mais on y reviendra, promis. On a déjà évoqué Nanjiro et dit les principales choses à savoir sur lui. À part une, il ne sera jamais vaincu. Sa maîtrise du tennis est l'horizon indépassable posé par la série. Comme Sai dans Hikaru no Go, comme Bunta dans Initial D, contrairement au pharaon dans Yu-Gi-Oh! Tout ce qui peut avoir de grotesque humainement parlant est contrebalancé par ce qu'il peut avoir d'exceptionnel tennisement parlant. Ou plus exactement, c'est probablement parce qu'il est exceptionnel en tant que joueur qu'on se permet de le représenter comme petit en tant qu'être humain. Nanjiro est plus un élément scénaristique qu'un vrai personnage. Attardons-nous sur Ryoma. Ce n'est pas un personnage très sympathique non plus. Mais la mise en scène fait ce qu'il faut pour qu'on s'attache à lui. Peu intéressé par les interactions humaines, il se montre distant avec ceux qui essayent de l'approcher et traite leurs marques d'affection avec une indifférence à la limite de la brutalité. Il n'est jamais précisé qu'il tient à distance les gens comme ça parce qu'il se sait le fils d'une superstar et n'a pas envie que ça s'apprenne, mais ça peut être une des raisons. Une autre étant que ses humiliations face à son père le rendent apathique. Une autre encore étant possiblement qu'il veut être l'exact inverse de son père, qui est méchamment extraverti. Quoi qu'il en soit, il se suffit à lui-même et se montre froid avec tout le monde. C'est une attitude qu'il gardera jusqu'à la fin. Mais au fil de la série, on constatera que, peu à peu, malgré sa froideur apparente, la question de comment se sentent ses camarades de club commence à l'intéresser, voire à le préoccuper. Sa froideur n'est pas la seule chose qu'il définit. Elle s'accompagne ou découle d'une certaine forme de pragmatisme qui le rend à la fois plus sage et plus obtus que tous ses camarades. Il est conscient de sa valeur, mais c'est le cas de la plupart des personnages de cette série. Et chez certains, ça se manifeste par une attitude prétentieuse et fanfaronne qu'on ne retrouve pas chez lui. Sans doute parce qu'il faudrait qu'il s'intéresse un tant soit peu aux autres pour se demander à quel point il leur est supérieur. Ce qu'il distingue surtout des autres personnages arrogants, c'est qu'il n'a jamais tort d'être arrogant. Ce n'est pas un petit champion de quartier qui se prend pour le roi du monde. Il progresse en tennis au cours de la série, mais déjà au début, Tezuka doit y aller à fond pour le battre.
S'il dit qu'il est capable de vaincre quelqu'un dans un match, c'est pas de l'avantardisme, c'est parce qu'il l'est. Lorsque la série arrive à un stade où il devient indispensable que Ryoma perde des matchs pour ajouter des enjeux au scénario, la mise en scène lui retire son arrogance. On passe tout un épisode à montrer que, malgré ses dehors froids et insensibles, il a une véritable affection pour son chat, qui entre parenthèses doit être le chat le plus mal doublé de toute l'histoire du dessin animé, et qu'il s'intéresse au match de ses amis, même si sa capacité à prévoir l'issue de la rencontre avant tout le monde lui donne l'air indifférent à son déroulement. Bon, jusqu'à la fin, son gimmick est de dire à ses adversaires qu'ils sont encore loin d'avoir le niveau. Mais ça, il le fait parce que Nanjiro le lui fait tout le temps à lui. Son gimmick ? Oui, son gimmick. Quand je dis que la série est principalement humoristique, on voit que c'est un gimmick au fait qu'il le dit tout le temps et que parfois il le dit d'une situation, pas d'une personne. Quasiment tous les personnages de Prince of Tennis ont un gimmick. Même Tezuka ? Même Tezuka, qui par son rôle de modèle est obligé d'être sérieux et digne, a un gimmick qui consiste à dire « restons concentrés » ou « allons-y prudemment » selon la traduction. Son sérieux et sa dignité sont le gag. À part son sérieux et son excessive classitude, Tezuka se distingue par son talent inégalé au tennis. C'est cependant un astre en déclin. Il souffre d'une blessure au coude, qui entraînera ensuite une blessure à l'épaule, lesquelles risquent, s'il n'arrête pas le tennis un moment pour faire des séances de kiné et de rééducation, de lui interdire à tout jamais de jouer au tennis. De fait, il ne peut pas se permettre de jouer à fond. Sauf que, tu l'as dit, pour réellement motiver Ryoma en le battant, c'est bien jouer à fond qu'il va falloir faire. Tezuka décide donc de sacrifier son bras à l'avenir de la nouvelle génération. Ça vous rappelle rien ? Rien du tout. Le bras de Tezuka se remet assez bien de son match contre Ryoma, il ne se mettra à lui faire vraiment mal que quand un adversaire, le sachant blessé, l'entraînera dans un match d'endurance pour être sûr que son corps lâche et se garantir la victoire comme ça. Certes, mais il n'en était pas moins prêt à mettre son bras en jeu pour éveiller la vocation de Ryoma. Tezuka est classe, c'est ça le gag autour de lui. Il déborde de classitude en toutes circonstances et affiche en toutes circonstances le même air sérieux et déterminé. On le voit sourire à la fin de la première série d'OAV. Mais ça, c'est les OAV, ça compte pas. Si le tennis de Tezuka est si redouté, c'est parce qu'en plus de ses coups particulièrement puissants, il a la capacité de donner un effet à la balle pour que, quelle que soit la façon dont son adversaire frappe, celle-ci revienne immédiatement vers lui. Visuellement, le dessin animé représente ça par une espèce d'aura de Super Saiyajin autour de lui, avec un tourbillon qui aspire les balles. C'est un dessin animé sur le tennis. Tezuka n'est pas le seul joueur redouté de Seigaku. Le numéro 2, c'est lui, Shiosuke Fuji, surnommé le prodige. C'est le numéro 2 parce qu'il n'est pas le capitaine ou parce qu'il est moins fort que Tezuka ? La série n'aborde cette question qu'à sa toute fin, donc on peut considérer que c'est une question assez peu importante au final. C'est le deuxième joueur très fort, et on a suffisamment de choses à raconter sur ces deux joueurs-là pour ne pas avoir besoin de se demander lequel des deux est le plus fort. Fuji a une voix douce et très féminine, il sourit tout le temps, ce qui lui fait fermer les yeux, mais à l'instar du chevalier de la Vierge... Quand ses yeux s'ouvrent, toute forme de vie autour de lui est détruite. Oh ouais, c'est à peu près ça. En tout cas, dès qu'il ouvre les yeux, ça fait mal. Le gag autour de Fuji, et tous les gags qui en découlent, c'est qu'il est gentil, profondément gentil, comme seuls peuvent se le permettre les créatures toutes puissantes que rien ne peut suffisamment menacer pour les obliger à passer du côté obscur. Occasionnellement, la mise en scène le compare à un ange, pour affronter un démon, dans un match de tennis. Il se met en colère quand on s'en prend à ses amis ou à son frère, mais lui-même n'est jamais suffisamment en danger pour se départir de sa politesse et de sa convivialité. Il révélera bien au détour d'une plaisanterie qu'il a quand même un petit côté sadique sous ses dehors de garçon bien élevé, mais en toutes circonstances, il restera souriant et mesuré. N'étant pas le numéro 2 de Seigaku pour rien, il a lui-même tout un panel de techniques de la mort qui tue bien impressionnantes. Il sait lancer la balle de manière à ce qu'elle passe dans l'angle mort du champ de vision du joueur adverse, mettre un effet à la balle qui l'empêche de rebondir, se servir du vent pour qu'elle lui revienne dans la main après avoir marqué un point, et... je n'ai strictement aucune idée de comment décrire ça. On vous a dit que c'était un dessin animé sur le tennis ? Pour en revenir au gag qui découle de sa sérénité due à sa toute-puissance, l'un des dérivés est qu'il est le seul à ne pas systématiquement tomber dans les pommes ou vomir quand il boit les boissons énergisantes au goût insupportable préparées par le manager de l'équipe, qui est aussi joueur titulaire, Sadaharu Inui. On vous dit que c'est le manager de l'équipe parce qu'il perd temporairement son poste de titulaire à l'arrivée de Ryoma, et que pendant tout ce temps-là, vu qu'il ne joue pas, il assume cette fonction en préparant des exercices d'entraînement appropriés aux besoins de l'équipe. Et en leur confectionnant des boissons énergisantes qui, rapidement, servent davantage à motiver l'équipe à bien s'entraîner, sans quoi ils seront obligés d'en boire. Après avoir récupéré son poste de titulaire, il semble quand même qu'il continue un peu à exercer cette fonction. Si Inui est si compétent pour déterminer quel exercice sera plus profitable à quel joueur, c'est parce que sa technique de jeu consiste à étudier intensément ses adversaires de manière à pouvoir anticiper leurs réactions une fois qu'ils jouent contre eux.
Son gimmick est donc d'énoncer à voix haute les probabilités que telle ou telle action soit effectuée. Mathématiquement, c'est imparable. C'est redoutablement efficace, mais comme c'est plus ou moins de l'anti-jeu, à part Ryoma que cette soudaine mise en difficulté distrait, personne n'aime jouer contre Inouï. Inouï est l'objet d'un des rares retcons de la série, je veux dire interne à la première série. Les contradictions entre les OAV et la série se justifiant peut-être par le fait que les OAV sont plus fidèles au manga. À la base, Inouï a développé son data tennis, comme il l'appelle, dans le but de vaincre Tezuka. Puis, au milieu de la série, on nous sort de nulle part une histoire de vieux camarades de classe avec qui il jouait en double en primaire, avec qui il aurait mis cette technique au point et qu'il rêve de retrouver pour l'affronter et déterminer qui est le plus fort. C'est un retcon, les retcons c'est pas terrible en soi, mais faut bien admettre que ce n'est pas un retcon très conséquent et que cette sous-intrigue du camarade de classe est assez bien racontée en dépit de tout ce que ça peut avoir d'énervant, voire une contradiction dans l'histoire qu'on est en train de suivre. Tout est toujours bien raconté dans cette série, la mise en scène est vraiment son point fort. Inouï a un design atypique pour cette série. Tous les autres personnages sont caricaturalement beaux, lui est un grand dadais maigre avec des cheveux pointus dessinés façon schématique. Et à la question que vous vous posez tous, à savoir... Je me demande comment sont ses fesses. Hein? En tout cas, les scénaristes se le sont demandé parce qu'on les voit même 2 fois. Bon, c'est les OAV, est-ce que ça compte ? Reprenons. À la question que vous vous posez tous, à savoir... Je me demande comment il est sans ses lunettes. La réponse est... Bon, à ce stade, c'est un spoiler, alors fermez les yeux si vous voulez pas savoir. Comme ça. Vous pouvez rouvrir les yeux. Les scénaristes ont voulu qu'on se pose la question. On fait plusieurs gags dessus pendant la série. Il faudra qu'on revienne sur ces épisodes hors série dessinés en style chibi. Plus tard, on va pas se disperser. Bref, Inouï est le manager, Fuji est le numéro 2, mais aucun des deux n'est le vice-capitaine de Seigaku. Ce rôle revient à Shuichiro Oishi. Bah dis donc, faut arriver à le dire, ce nom-là. C'est un ami de longue date de Tezuka. D'un naturel plutôt anxieux et profondément soucieux d'autrui, Oishi est sans doute le membre le plus gentil de l'équipe. Contrairement à Fuji, il n'est pas tout puissant et c'est malgré l'adversité qu'il reste bienveillant autant qu'il peut. Il ne peut pas toujours, mais il essaie. Il est donc le confident de Tezuka concernant sa blessure au bras, d'autant que c'est un oncle à lui qui soigne Tezuka, et c'est à lui que Tezuka confie l'équipe en son absence. En tant que joueur de tennis, il est surtout un stratège. Il sait analyser la dynamique des matchs et deviner la meilleure attitude à avoir pour les renverser en sa faveur. C'est un talent qu'il met en pratique au cours de matchs en double qu'il joue avec son inséparable binôme Eiji Kikumaru. À l'instar de Jim dans Code Lyoko... Ça faisait longtemps, dis donc. À l'instar de Jim dans Code Lyoko, donc, Kikumaru a un sparadrap sur le visage qui n'enlève jamais. Soit il se blesse toujours au même endroit, soit il le garde parce que ça lui donne grave l'air cool. Kikumaru est aussi exubérant qu'Oishi est réservé. Il est tout le temps en train de crier joyeusement et de s'agiter. Un rien l'enthousiasme. Il s'énerve facilement, mais se calme tout aussi facilement une fois qu'il a exprimé sa colère tout son sou. Un de ses gimmicks est d'avoir par moments des attitudes de chat. Ce que les fillers reprennent... On a dit qu'on en parlerait plus tard. Du fait de son exubérance, il se montre particulièrement affectueux avec Ryoma, qu'il surnomme Petit Bonhomme. Son tennis est fondé sur sa capacité à faire des acrobaties de manga. C'est ton tour. T'es sûr ? Il me semble que c'est à toi. C'est un dessin animé sur le tennis. Bon, il est particulièrement agile, souple et rapide, et peut faire des mouvements improbables pour attraper la balle, mais c'est pas sa seule capacité. Il a aussi une vue particulièrement perçante qui lui permet de suivre des yeux les balles les plus rapides. Ce qui fait qu'il peut les intercepter à n'importe quel stade de leur trajectoire, et c'est comme ça qu'il se retrouve à faire des mouvements surprenants pour les arrêter. La contrepartie de ce type de jeu, c'est que ça l'épuise très vite, d'où l'intérêt de jouer en binôme avec quelqu'un qui analyse les matchs, sait quand et comment les renverser et peut assurer les arrières de son camarade pendant qu'il se repose. Au vu de son caractère, Kikumaru n'est pas le plus fair-play des membres de Seigaku. Mais c'est pas le moins fair-play non plus. Ce titre revient à Takashi Kawamura. Enfin, façon de parler. Oui bon, Kawamura est un garçon tout gentil et tout timide malgré sa grande taille, qui parle d'une voix toute douce la plupart du temps, mais dès qu'il tient une raquette dans la main, il change complètement de personnalité. Non, c'est pas une métaphore, c'est littéral. La série est très fière de ce gag, elle le réutilise tout le temps. Tout le temps. C'est ça le gimmick de Kawamura. Ce gag du Burning Mode, c'est un peu le gag de trop. Scénaristiquement, ça consiste surtout à ce que le tennis de Kawamura soit fondé sur des frappes d'une puissance impressionnante. Mais c'est perturbant de voir les gens réagir à ces transformations de manière aussi désinvolte. Je veux dire, si quelqu'un souffrait de dépersonnalisation comme ça, je pense qu'au lieu de l'inscrire à un cours de tennis, on devrait plutôt l'emmener chez un psy. Quoi qu'il en soit, le truc de Kawamura, c'est qu'il adore le tennis. Mais que son véritable rêve dans la vie, c'est de devenir restaurateur comme son père. Après une longue réflexion à laquelle on n'assiste que très partiellement,
il est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas se consacrer pleinement à 2 passions à la fois et qu'il devait faire un choix. Il est donc bien décidé à arrêter définitivement le tennis après le collège pour se consacrer totalement à sa véritable passion. Du coup, il donnera tout ce qu'il a pour terminer sa courte carrière de tennisman collégien en beauté. De cet état de fait, et aussi du fait que sa technique n'est pas à la hauteur de sa puissance, découle que Kawamura a tendance à terminer ses matchs en sacrifiant son bras pour l'équipe. Oui, Kawamura, Tezuka, Fuji, Inui, Oishi et Kikumaru sont en 3e année de collège, la dernière avant de passer au lycée. Au moment de la série, ils disputent donc leur dernière compétition avant de changer de club, ce qui lui donne un enjeu tout particulier puisque c'est leur dernière occasion d'accéder au tournoi national. Mais le club a aussi 2 titulaires de 2e année, Momoshiro et Kaido. Pas celui-là. Mais t'as fini de tout ramener à One Piece? Donc je suppose que tu me laisseras pas dire que la série a aussi un personnage qui s'appelle Sengoku comme dans One Piece. Certainement pas. La série a 9 personnages principaux qu'on doit présenter. 9! Et ils sont tous aussi importants les uns que les autres, donc on peut en zapper aucun. On n'a pas le temps de s'attarder sur les membres des équipes rivales. J'expliquerai pourquoi c'est un enjeu si important dès qu'on aura fini de présenter l'équipe des héros. Je crois bien que je regrette beaucoup de ne pas pouvoir m'étendre sur des personnages comme Akutsu, comme Sanada ou comme Atobe. Mais vraiment, avec les membres de Seigaku, on a déjà fort à faire. Kaoru Kaido, donc, surnommé la vipère parce que... Oui, c'est ça son gimmick, il siffle. Kaido est taciturne, a une mine patibulaire, regarde tout le monde avec un air de bulldog prêt à mordre, et tient tout le monde à distance. Mais dès qu'il est seul, il se révèle qu'il aime particulièrement les animaux mignons et ne résiste à aucun. Ah, mais ne croyez pas pour autant que sa vraie personnalité se révèle quand il est seul. Même dans sa façon de jouer avec le chat de Ryoma, il est sombre et taciturne. Seul Inui est capable de décrypter les subtils changements de son expression de visage. Kaido, son style de tennis est basé sur sa capacité à tirer des coups spéciaux suivant une trajectoire particulière qu'il appelle Snake. Me demandez pas d'expliquer, j'ai rien compris. 右足から左足へ体重が移動する瞬間にラケットを大きく振り抜き異常なスピンをかけるショット。 C'est un dessin animé sur le tennis. Bon, blague à part, c'est un buggy whip exagéré. Quand vous frappez une balle, selon la rotation que vous lui imprimez avec la raquette, l'air va circuler de façon asymétrique autour de la balle et générer des différences de pression. Elle ne va donc pas bouger de la même façon, pas rebondir de la même façon, et pas repartir de la même façon si elle est frappée par l'adversaire. C'est ça qu'on appelle maître de l'effet. Comme n'importe quel autre animé japonais de sport pour le coup, Prince of Tennis va simplement utiliser ce fait réel pour justifier n'importe quoi. Nous y reviendrons. Kaido développe ses compétences au cours de la série sous la supervision d'Inui et grâce à la motivation que lui apporte sa rivalité avec l'autre titulaire de 2e année, Takeshi Momoshiro. Momoshiro est un garçon jovial et chaleureux, et la série nous le campe immédiatement comme un personnage sympathique en montrant qu'il est l'un des rares 2e années qui discutent avec les premières années sans les prendre de haut. Il est le premier membre titulaire de Seigaku que Ryoma affrontera, justement à cause de ça, parce qu'il prend la peine de lui proposer un match de bienvenue. Pas tellement dans le but de gagner, d'autant plus qu'il est blessé à ce moment-là, mais pour le plaisir de voir jouer la nouvelle recrue. De fait, il deviendra par la suite ce qui se rapproche le plus d'un ami à Seigaku pour Ryoma, se lier d'amitié avec Ryoma n'étant pas une chose très facile à faire. Momoshiro a plusieurs gimmicks. Déjà, il a la manie de tout répéter 2 fois. Il aime bien aussi pointer son adversaire du doigt et faire Les autres personnages lui prêtent le talent d'évaluer instinctivement l'adversaire et le tiennent pour le plus rusé du groupe, mais ça entre peu en ligne de compte dans l'ensemble. En tant que tennisman, il se distingue surtout par son smash particulièrement puissant. Il aime manger, profiter de la vie, c'est un peu l'adolescent typique d'animé japonais. Voilà pour les titulaires de Seigaku. Comme je disais plus tôt, ils sont réellement tous les 9 les personnages principaux, et la série s'attarde autant sur les uns que sur les autres, même si l'histoire de Ryoma reste toujours et tout du long la ligne directrice de la série. 9 personnages principaux, c'est énorme, et c'est incroyablement bien géré, notamment grâce à une mise en scène qui sait toujours comment mettre en valeur les aspects les plus importants des situations présentées. Le plus fort, c'est que ça ne s'est pas fait au détriment des personnages secondaires. C'est le moment de préciser ce qu'on entendait par la série fait de la rétention de personnages secondaires. Une rencontre se déroule comme suit. 2 doubles d'un set, 3 simples d'un set, et dès qu'une équipe remporte 3 matchs, elle est déclarée gagnante. Ça veut dire que chaque équipe adverse compte au moins 7 joueurs, dont 5 au moins jouent. À la longue, ça fait vraiment beaucoup de personnages, et la série met un point d'honneur à les faire tous réintervenir autant que possible dans l'intrigue. Elle les fait exister par le biais de gimmicks du même genre que ceux des héros, et sur tous les animés japonais de sport que nous avons vus, Prince of Tennis est de loin celui qui fait le plus d'efforts pour rendre les adversaires des héros tous mémorables, au point qu'ils deviennent finalement un élément constitutif de l'identité de l'œuvre que le mangaka a tenu à garder pour la 2e série. Tu m'étonnes qu'on se soit senti aussi largué en l'entamant sans connaître la première et qu'on s'est retrouvé confronté à une 50aine de personnages qu'on était censés tous bien connaître. C'est aussi, enfin, le moment de parler des fillers. Puisque l'animé sait que son intérêt réside beaucoup plus dans son humour, dans sa mise en scène, dans ses personnages que dans son tennis, ces fillers sont souvent des sortes de hors-série présentant une situation humoristique vécue par les personnages, avec souvent un ou deux de leurs adversaires.
ça peut être n'importe quoi. Parfois, c'est simplement les personnages principaux se livrant à une activité qui n'est pas le tennis mais un autre sport comme le bowling ou le billard. Mais parfois, c'est des aventures complètement hors continuité, où souvent les personnages sont dessinés façon chibi et sont transposés dans des contextes divers et variés n'ayant rien à voir avec la série normale. Le plus récurrent est celui où ils forment une famille, où Oishi est la mère, Kaido le bébé et Kikumaru le chat. One Piece tente occasionnellement quelque chose de comparable, mais c'est beaucoup moins réussi. Ces fillers de Prince of Tennis sont l'occasion de mettre en valeur le fait que les héros sont tous des garistou, chacun étant le meilleur dans son domaine, et de rappeler que tous les personnages, même les moins importants, sont définis par des gimmicks. C'est toujours excellent. Presque. Pour revenir à nos moutons, sans aller jusqu'à présenter plus de personnages, j'aimerais quand même évoquer le fait que pour nous faire entrer dans les matchs et nous permettre une expérience de spectateur optimale, la série utilise la technique du cœur antique. Alors, je t'arrête parce que la dernière fois que tu as utilisé cette expression, on a eu plusieurs commentateurs qui nous ont demandé à quoi tu faisais référence. Bon, au temps lointain de la Grèce antique, les pièces de théâtre avaient pour habitude de faire intervenir sur scène un groupe de figurants qui commentaient l'action et chantaient ou psalmodiaient les réactions que les événements étaient censés inspirer au public. Du genre « Oh, quel malheur, Iphigénie doit être sacrifiée, ah, que son père doit être malheureux, etc. etc. » Ce groupe de figurants, c'était le chœur. Ce ne sont pas des narrateurs puisqu'ils existent dans l'histoire et se sentent concernés par l'action, mais ils tiennent lieu de narrateurs. Croyez-le ou non, les animés japonais, en particulier les animés japonais de sport ou de compétition, aiment beaucoup réutiliser cette recette pour rendre palpitante la plus interminable partie de Go. Et Prince of Tennis l'aime particulièrement. Prince of Tennis l'utilise particulièrement bien surtout. Mine de rien, les commentaires de Score Antique sur l'action en cours sont un ingrédient essentiel de l'ambiance de la série, de son humour. Ils contribuent à lui donner son intérêt. Comme souvent dans l'animation japonaise, les minutes s'étirent anormalement longuement. Mais dans Prince of Tennis, le rythme ne nous semble pas ralenti pour autant car on est investi émotionnellement dans l'action par la présence du cœur. Bien que n'étant que spectateur des matchs où il ne joue pas, les Seigaku ne remplissent la fonction de cœur antique que de façon incomplète, la série préférant les conforter dans leur statut de garistou en leur faisant avoir des dialogues évasifs du genre « il est en difficulté ». Non. Ah ? Alors tu l'as vu toi aussi ? Pour montrer que contrairement au commun, nos héros savent voir au-delà des apparences et prévoir les dénouements imprévisibles en discernant des détails indiscernables. Ce faisant, ils commentent l'action de façon très lacunaire. Pour pallier ça, au cœur du cœur, il y a ces 3 élèves de première année du club de Seigaku qui jouent un peu le rôle d'assistants auprès de leurs aînés et qui sont témoins de l'action. L'un des 3 a un gag récurrent sur le fait qu'il a fait 2 ans de tennis et croit que ça fait de lui un expert. Mais c'est pas important. Ce sont des personnages comiques, mais c'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir de l'empathie pour eux et de souhaiter voir leur club gagner en prestige. Ça va au contraire y contribuer. Ils sont jeunes, naïfs, hyper enthousiastes et leur enthousiasme est contagieux. Un autre truc courant dans ce type de dessin animé, c'est que le sport mis en scène y est présenté comme la chose la plus importante de cet univers. La société de cet univers donnant à ce sport une place souvent excessive. Wow, tout ça pour un jeu de cartes. Prince of Tennis ne fait pas exception à cette règle. Mais du fait qu'on assiste à ces événements en suivant le point de vue de 3 enfants particulièrement sensibles et pour qui la victoire de leur école est effectivement un enjeu cosmique, on adhère à cet excès avec plaisir. D'ailleurs, un des symptômes du fait que ça marche, c'est leur fonction de baptiser des attaques inventées par les héros. Vous connaissez cet autre cliché d'anime japonais qui consiste à crier le nom de ces attaques pendant qu'on les exécute ? Un autre truc bien excessif qui fait tellement partie du plaisir de visionnage qu'on s'en passe plus. Dans Prince of Tennis, non seulement ce ne sont généralement pas les inventeurs d'une technique qui lui donnent son nom, mais les 3 élèves de première année du cœur antique, mais en plus, ce ne sont jamais les joueurs qui crient le nom des attaques, mais le cœur antique. Du coup, les noms improvisés qui sont au cours de l'action n'ont pas spécialement besoin d'être inventifs, et les joueurs n'ont pas l'air de se la péter tant que ça, vu que c'est le cœur qui crie le nom de leurs attaques. Les 3 premières années sont en quelque sorte les troubadours de Seigaku. Le cœur antique ne sert pas qu'à faire adhérer le public à l'action dans les animés sur la compétition. Il sert aussi à apporter les informations factuelles sur le sport décrit. Et ce rôle est rempli par 2 journalistes, une débutante qui pose les questions et un expérimenté qui y répond. Il se retrouve à être les frais déjà mis de chaque épisode où des règles ou bien des éléments de l'univers du tennis doivent être expliqués aux spectateurs. Le cœur sert aussi à montrer à quel point les héros sont fascinants. Et pour ça, rien de tel qu'introduire une fille amoureuse.
deux en fait. Une en réalité, l'autre ne sert qu'à rendre la première sympathique en étant insupportable par son comportement de groupie stalkeuse. Sakuno, la petite fille de l'entraîneur Ryuzaki, rencontre Ryoma au premier épisode et en tombe amoureuse dès le premier regard. Parce qu'il la défend plus ou moins volontairement contre des racailles de tennis, comme dirait le joueur du grenier. Ses sentiments ne seront jamais partagés parce que vraiment Ryoma ne s'intéresse pas à ça. À vrai dire, c'est dur de déterminer s'il s'intéresse à quoi que ce soit tellement il est toujours froid. Sakuno a conscience de la vanité de ses sentiments, mais elle ne peut rien faire pour les empêcher, alors elle les assume. Elle se met à s'intéresser au tennis à cause de Ryoma et s'y entraîne sérieusement malgré son manque d'aisance. La passion de Sakuno servira à souligner le caractère sublime et fascinant de Ryoma, tant en tant que joueur qu'en tant que personne. Les sentiments de Sakuno étant sincères, elle est paradoxalement la personne qui lui parle moins dans la série et la personne qui le comprend le mieux. Elle est la seule à réaliser que Ryoma a développé une véritable empathie pour ses partenaires du club et celle qui s'inquiète le plus de comment il vit les moments difficiles. À travers ses yeux, on peut cerner Ryoma le personnage mieux qu'on ne peut le faire en se contentant de regarder Ryoma, vu que celui-ci n'est pas spécialement expressif. Il vaut mieux qu'elle serve à ça, car son intrigue amoureuse ne va nulle part, et n'ira nulle part vu que Ryoma ne la calcule même pas. C'est triste, mais c'est comme ça. La série prend davantage de plaisir à nous donner des éléments pour shipper les joueurs de Seigaku entre eux. Ouais, si on veut, mais trop de ship tue le ship. Juste pour vous résumer, on peut shipper Ryoma et Tezuka vu que Tezuka est le modèle que Ryoma voudra atteindre et Ryoma le successeur que cherche Tezuka. Mais on peut également shipper Ryoma avec Momoshiro, qui est son meilleur ami à Seigaku. Sauf qu'on peut également shipper Momoshiro avec Kaido, car vérité fausse numéro 2. Kaido qu'on peut shipper avec Inui, qui a pris Kaido sous son aile. Inui qu'on peut shipper avec Tezuka, qui a inspiré à Inui l'invention du data tennis. On revient à Tezuka. On peut le shipper avec Fuji, qui rêve depuis leur entrée à Seigaku de l'affronter pour savoir lequel est le meilleur. On peut également le shipper avec Oishi, qui est son bras droit. Sauf qu'Oishi est très clairement shippable avec Kikumaru, qui est son partenaire de double, son âme sœur. À eux deux, ils forment la Golden Pair de Seigaku. Kikumaru, on ne peut le shipper qu'avec Oishi. Il est plutôt exclusif. Kawamura est un peu à part, mais il a quand même 2-3 scènes mignonnes avec Fuji. En fait, si on s'arrête là, c'est parce qu'on va pas parler des ships qui concernent les joueurs qui ne sont pas à Seigaku. À ce stade-là, il faut bien admettre que ces échanges de regards, ces dialogues archi-interprétables, ces grands moments d'affection emphatique sont surtout là pour jouer avec nos attentes et que tous ces gens ont juste une conception très intime de la camaraderie. N'empêche qu'en attendant, la série ne fait rien de Sakuno. Même dans Olive et Tom, Olivier s'intéresse plus à Patty que Ryoma à Sakuno. La fille amoureuse qui n'obtiendra jamais gain de cause dans le cadre, je crois que c'est un ingrédient incontournable de ce type de série. Quel type de série? Les séries comiques? Non, les séries façon Olive et Tom. Je parle tout le temps du fait d'avoir été une petite fille qui regarde les Chevaliers du Zodiaque, mais j'ai aussi été une petite fille qui regarde Olive et Tom. Et je témoigne que cette série était très populaire auprès des filles. Les beaux garçons qui se dépassent pour aller au bout de leurs rêves, c'est très séduisant pour les filles. J'irai pas jusqu'à dire que ces séries sont conçues pour être vues par des filles, mais le personnage de la fille amoureuse qui va retranscrire à l'écran tous les fantasmes de la petite spectatrice n'est pas une option dispensable. Quelque part, peut-être que le chip non plus après tout. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs entre Olive et Tom, Hikaru no Go et Prince of Tennis. En plus du personnage féminin amoureux en vain mais nul dans la discipline évoquée, il y a le modèle imbattable mais dont la carrière est finie et dont l'objectif est d'avoir un successeur, le fait que le héros appartient à une nouvelle génération de joueurs qui promet un âge d'or dans sa discipline, les journalistes ou autres spécialistes qui commandent cet état de fait et s'en réjouissent, t'as raison, c'est un genre. Ouais, le genre série sport pleine de garçons beaux et sexy qui dépassent leurs limites pour faire fantasmer les spectatrices hétérosexuelles. TV Tropes reconnaît à Prince of Tennis d'être la reine dans ce registre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la série assume le côté fantasme au point de carrément faire fonder un boys band par ses personnages. Oui, bon, à un moment, pour célébrer le fait que Tezuka a réussi à guérir de sa blessure au bras, ses principaux adversaires des écoles rivales se rassemblent pour faire un numéro musical en son honneur. Comme souvent dans les animés japonais, les paroles de la chanson n'ont rien à voir avec l'action. Mais la série doit être super fière de ce numéro musical, puisqu'elle en fait carrément un générique de fin. Elle a raison d'être fière. Cette chanson est dans un arc filler, donc est quelque chose de totalement spécifique à la série. Et en soi, la situation est magnifique. Apprenant que Seigaku organise une fête pour célébrer la guérison de Tezuka, les différents membres des équipes rivales se rassemblent en se disant qu'ils doivent faire quelque chose pour rendre hommage à leur adversaire, que c'est vital, que c'est une question d'honneur. Comme en dehors du tennis, ils ne savent pas trop ce qu'ils savent faire d'exploitable pour ce type de situation,
il lance au hasard l'idée de faire une chanson. Et là, il y a ceux qui sont pas chauds parce qu'ils tiennent à entretenir leur image de beaux ténébreux, mais qui acceptent parce qu'ils tiennent encore plus à montrer qu'ils ne sont pas assez trouillards pour se défiler, ceux qui acceptent avec enthousiasme parce qu'ils savent que ça fait chier ceux qui tiennent à entretenir leur image de beaux ténébreux, et ceux qui acceptent parce qu'ils savaient que le fait qu'ils acceptent va faire chier ceux qui acceptaient parce qu'ils savaient que ça les faisait chier. Du coup, tous ces grands et fiers joueurs se retrouvent à faire leur boys band hyper sérieusement pour montrer qu'ils en sont capables, et c'est sûrement l'exploit le plus méritoire qu'ils aient réussi de toute la série. Peu importe que les paroles de la chanson aient du sens ou pas. On vous l'a peut-être pas dit, mais c'est un dessin animé sur le tennis. Ah, le tennis. Parlons-en du tennis. Très sincèrement, après avoir vu Hikaru no Go, j'ai essayé de me mettre au go. J'étais nulle, mais j'ai adoré. Après avoir vu Prince of Tennis... Bon, je peux pas me mettre au tennis à cause de mes problèmes de dos, mais elle a voulu me montrer un vrai match de tennis. Nadal Federer en finale de Roland Garros. Rapport au fait que Ryoma est gaucher comme Nadal. On s'en fout. C'est... chiant. C'est incroyablement chiant. Et la série a beau en parler sérieusement, heureusement qu'elle nous ajoute des tsunamis et des comètes pour agrémenter le tout. Je suis sûre que le tennis c'est très amusant pour les joueurs, et pour ceux qui regardent, c'est juste chiant. Quand on dit que la série en parle sérieusement, on veut dire qu'à l'instar d'Hikaru no Go, l'auteur s'est visiblement documenté sur le monde du tennis. Ça aussi c'est classique avec les mangas sur la compétition. Des références à des joueurs du monde réel et des tournois du monde réel sont régulièrement faites. On s'étonne de ne jamais entendre parler de Manjiro dans ces contextes, mais passons. Ce qu'il est important de dire, et quand on l'a dit on a tout dit, c'est que pour ce qui est de la technique, Prince of Tennis fait de la vérité fausse numéro 7. On nous présente des notions théoriques qui sont juste tant en théorie qu'en pratique. Jusque-là, tout va bien. Et ensuite, les joueurs se mettent à faire des trucs de fou, et on les justifie en nous parlant de certaines conséquences théoriques des notions susmentionnées qui, elles, par contre, ne sont valables qu'en théorie. Car trop de contingences s'opposent à ce que le résultat précis prédit par la théorie soit obtenu dans la réalité. Ainsi, les techniques utilisées qui sont conçues sur ce principe sont hautement invraisemblables parce qu'elles reposent sur une extrapolation volontairement abusive de la théorie. En revanche, celles qui ne sont pas conçues sur ce principe sont tout l'inverse. Elles sont du niveau de Thomas qui perce le secret du temps de cuisson inscrit au dos du paquet de spaghettis dans Le Petit Chef. Apprendre à faire des pas chassés, on le fait à l'école primaire. Mais surtout, indépendamment des techniques, de la théorie derrière, de l'applicabilité de cette théorie, il y a les enjeux narratifs qui s'opposent à ce que ce qui se passe soit réaliste. C'est la grande différence de la fiction avec la réalité qui est encore plus flagrante dans les séries de sport qu'ailleurs. La réalité n'a pas de but ni de message, la fiction si. Dans la réalité, le déroulement d'une compétition n'obéit à aucune règle esthétique. Gagnera celui qui a le mieux joué et puis basta. C'est pour ça que c'est si chiant. Dans la fiction, toute défaite n'est pas interdite pour le favori du scénario, mais tout n'est pas possible. Et en plus, dans Prince of Tennis, contrairement aux courses de bagne et au déroulement de l'examen pro dans Hikaru no Go, la structure des matchs obéit à des règles esthétiques trop strictes pour être fidèle à la réalité. Sans compter que c'est toujours la même. Au début de la série, non. La structure des matchs est variable. C'est à partir du tournoi préfectoral que l'adversaire gagne systématiquement les premiers jeux. Et passé un certain stade, si c'est Seigaku qui gagne les premiers jeux, on sait que ça veut dire qu'ils sont mal, parce que ça veut dire que la situation va se renverser dans l'autre sens. Mais la série suit pour l'essentiel le déroulement d'un tournoi. Les héros ne peuvent pas perdre, sinon l'histoire s'arrêterait. On ne peut pas se payer le luxe de leur donner quelques défaites dues au hasard, comme dans Hikaru no Go. Quand ils perdent, c'est forcément par nécessité scénaristique. Et quand ils perdent, c'est forcément des défaites victorieuses. Ils perdent en démontrant une supériorité sur leurs adversaires qui ne leur a malgré tout pas permis de gagner ou qui a précipité leur défaite. Une victoire morale à défaut d'une victoire physique. Parce qu'il faut justifier leur réputation, et le fait que tous les collégiens du Japon et d'ailleurs ne vivent que dans l'espoir d'affronter Ryoma, Tezuka et Fuji. Remarque, la série est un peu dans un paradoxe vis-à-vis de cette histoire de réputation. Parce qu'il y a aussi la nécessité scénaristique d'affronter des adversaires arrogants et antipathiques. L'adversaire sous-estime souvent le joueur de Seigaku. S'il réussit quelque chose, il déclare que ça doit être de la chance. Même ceux qui rêvent d'affronter Tezuka se croient quand même plus forts que lui. Ça c'est pas parce qu'il le croit faible, mais parce qu'il se croit très fort. La série n'a aucun scrupule à les tourner en ridicule pour croire ça. Et bon, on va en revenir à ce qu'on disait au début. La série a le droit de ne pas être réaliste parce qu'elle assume à fond d'être une caricature. Elle assume même à fond d'être un dessin animé. Et ce côté on assume d'être un dessin animé, c'est à ce point l'état d'esprit de Prince of Tennis que même les OAV qui se prennent au sérieux ne s'en départent pas. Humoristique avant toute autre chose, certes, mais comme tu l'as dit, c'est une façon de parler. Prince of Tennis est quand même une série de sport avec des caractéristiques de série de sport. Il y a une grosse mise en valeur des avantages de la rivalité et de la mise en compétition. Oui, quand on a dit, dans la vidéo sur la censure dans les dessins animés, que ceux-ci prenaient toujours le parti de la solidarité contre celui de la compétition, on nous a objecté que c'était peut-être le cas de la fiction occidentale, mais pas des animés japonais.
Prenons en acte. Les bienfaits de la mise en concurrence est un thème courant des séries animées japonaises, y compris celles qui ne parlent pas de sport. C'est fréquent de voir les grandes rivalités motiver les personnages à accomplir de grandes choses. La rivalité est, pour cette raison, encouragée dans ces séries. Et il est vrai que les séries occidentales préfèrent démontrer que l'important c'est de participer. Et qu'à défaut de battre les autres, on peut battre son propre record. J'ai battu mon propre record. À quoi le Japon répond que le Go, ça se joue à deux. Est-ce pour autant que le Japon prend le parti de la compétition au détriment de celui de la solidarité ? Il y a deux façons d'envisager la compétition. Soit comme quelque chose d'inéquitable, où il y a forcément un laissé-pour-compte qu'il faut consoler, aspect que les animés japonais prennent parfois en compte mais pas si souvent, soit comme un prétexte bidon pour se dépasser dont personne n'est dupe en réalité. Après tout, les vaincus dans les séries de sport deviennent plus amicaux précisément parce que en découdre révèle que le principal but de la rivalité est de se dépasser soi-même. C'est ainsi qu'elle peut servir de terreau à de grandes amitiés, d'autant plus que tout le monde reste quand même conscient que le Go ça se joue à deux. Je ne suis pas sûre que les auteurs de séries de sport, occidentales ou japonaises, poussent la réflexion assez loin pour se demander si la compétition est une formalité dont personne n'est dupe. Dans ces séries, la morale est souvent plus ambiguë que dans les dessins animés en général. L'acte moral est de faire passer la victoire de son équipe avant la survie de son propre père, ou de continuer à jouer en cas de blessure et de laisser les joueurs blessés jouer. Dans ce contexte, on se dit que c'est pas tant prendre le parti de la compétition contre celui de la solidarité, que défendre une vision très particulière de la solidarité. Alors, j'attire quand même ton attention sur le fait que Fuji déclare forfait quand il réalise que Kawamura s'est blessé pour le protéger, quand on vous parlait de défaite victorieuse. Ça ne compense pas le fait que Tezuka accepte que Ryoma continue à jouer avec un œil blessé, et tous les autres cas de figure similaires qui se produisent dans la série. Ce coup de continuer à jouer alors qu'on est blessé, on le retrouve dans Olive et Tom, on le retrouve dans Jeanne et Serge. L'idée de ces séries est que le personnage idéal, c'est celui qui est intransigeant, insensible, et qui ne vit que pour son foutu sport. Cet état d'esprit est plus typique des dessins animés sportifs que des dessins animés japonais en général. Les Chevaliers du Zodiaque, c'est plus du style... Et si mes muscles se sont endurcis à ton contact, mon cœur s'est attendri. En tout cas, si Prince of Tennis s'inscrit dans l'héritage de ces séries de sport, elle le fait comme elle fait tout le reste, de manière enthousiaste et emphatique, ce qui en fait la série passionnante et hilarante que nous avons pris tant de plaisir à suivre. C'est dommage que les suites ne soient pas restées dans cet état d'esprit, mais on ne pouvait sans doute pas étirer éternellement ce concept. On ne peut jamais rien faire durer éternellement et espérer conserver la même qualité. Quoi qu'il en soit, pour avoir su exploiter son style et ses personnages de la meilleure manière, Prince of Tennis mérite qu'on s'en souvienne. Au tennis, dans ce jeu cosmique où deux soleils tapent à tour de rôle sur une planète, Roger Federer, l'étoile Federer comme vous dites, se trouve exactement à la croisée des univers. Et pourquoi ? Parce qu'il mélange un style qui est quand même assez hyper classique et des coups hyper vicieux. Oui, on pourrait le dire comme ça, oui. Sauf que, disons qu'il emprunte au monde supralunaire la perfection du geste pour la mettre au service, si j'ose dire, du monde instable où vivent les simples mortels. Federer n'est pas un joueur de tennis. Federer, c'est le tennis incarné. Ses balles sont des comètes, ses mouvements sont des ellipses. Federer, c'est une idée qui a pris le pouvoir sur un corps et lui imprime la plus haute précision dont il est capable. Quand on le regarde jouer, le spectacle auquel on assiste, c'est celui d'une matière soumise à la forme. La lumière s'est faufilée dans sa chair pour transformer ses gestes en tableaux. De là son classicisme, comme vous dites. Federer joue en alexandrin. Federer se tourne pour jouer son coup droit, ce qu'on a cessé d'enseigner en 88 dans les écoles de tennis. À côté de lui, les bourricots qui avancent la jambe droite, se tordent le poignet et hurlent comme des animaux qu'on égorge, ressemblent à des caniches qui se faufilent entre les jambes d'un colonel prussien. Ouais, sauf que là, c'est un colonel suisse. Disons que c'est un ambassadeur. C'est l'intercesseur de la perfection dans un monde qui s'érode. C'est l'émissaire ici-bas d'une forme de vie parfaite à laquelle nous n'avons accès que par des gens comme lui. D'ailleurs, Federer lui-même, en arrivant sur Terre, a dû s'adapter. Un dieu qui s'incarne est soumis aux lois de la gravité, aux coups de barre ou à l'adversité d'un Djokovic, par exemple. Lequel Djokovic, comme Federer, n'est pas tout à fait humain non plus, non, au passage. C'est vrai. Mais c'est par la technique que Djokovic échappe à sa condition mortelle, alors que Federer y parvient par la grâce. Djokovic est un produit de la mécanique, Nadal est une création du désir, mais Federer, Thomas, c'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art qui échappe au double écueil d'une technique sans âme ou d'un pur caractère qui plafonne aux portes du sommet. Avec Federer, un smash de fond de court devient un lob, et quand il joue entre les jambes, c'est de face, ce qui est très 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 difficile. Même quand les autres l'emportent, ils ne font pas le poids. D'ailleurs, quand Federer est malmené dans une partie, on dit toujours qu'il est absent. Et c'est exactement ça. Federer est tellement fort que quand il perd, c'est qu'il n'est pas là.